Madame, Monsieur, bonsoir. Le thème de notre débat ce soir est celui de la logistique. En chiffres, ce secteur emploie près d'un demi-million de personnes au Maroc. Sa valeur ajoutée globale est estimée à quelques 45 milliards de dirhams, soit un apport de l'ordre de 5% du produit intérieur brut marocain. La logistique a naturellement un coût. Pour certains, il reste élevé, soit 19% du PIB, bien que l'objectif tracé en 2010 est celui de réduire ce coût de 20 à 15%. Nous sommes donc loin des objectifs tracés par la stratégie nationale de développement de la compétitivité logistique marocaine. Quelle évolution du secteur? Quels sont les aspects à la traîne? Où en sommes-nous par rapport au contrat d'application? Pourquoi, malgré les efforts monstres en matière de développement des infrastructures en tout genre, l'impact sur la logistique reste minime? Nous allons tenter de répondre à ces questions et à bien d'autres avec précision et en toute objectivité, en compagnie des invités qui ont accepté l'invitation d'Eco-Débat. Ce soir, tout d'abord, j'ai le plaisir de recevoir le vice-président de l'Association marocaine des exportateurs, Amil Aridi. Bonsoir et bienvenue. Merci madame et félicitations pour le choix de ce thème très stratégique. Absolument, très très stratégique. Abdelatif Komat, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Je rappelle que vous êtes doyen de la faculté de l'économie de Casablanca. Bienvenue encore une fois. Merci pour l'invitation. Et nous avons également le plaisir de recevoir Driss Essaoui, qui n'est plus à présenter, analyste économique. Bienvenue encore une fois sur ce plateau, Sidriss. Merci. Et je commencerai par vous. Et cette question par rapport à l'apport de la logistique dans l'économie marocaine, au-delà des chiffres que j'ai cités, quel est l'apport de ce secteur dans notre économie marocaine? En fait, la logistique, qui est une discipline relativement nouvelle par rapport aux politiques publiques, est une composante essentielle, disons, de la structure et du schéma d'organisation d'une économie. De manière générale, si vous voulez accueillir des industries qui ont des effets d'entraînement aussi bien en amont qu'en aval, vous devez avoir une infrastructure qui s'appelle logistique, adaptée aux activités que vous voulez développer. Vous voulez faire de l'automobile, vous voulez faire de l'industrie, vous voulez faire quoi que ce soit. L'investisseur, vous êtes obligé de lui préparer cela. Il y a différentes formes. Il y a des États qui prennent l'initiative d'organiser la logistique industrielle de manière globale et c'est des offres, en fait, c'est une offre qu'ils font à ceux qui vous souhaitent investir, que ce soit pour les investisseurs nationaux ou ceux qui viennent de l'étranger. Donc on ne peut pas concevoir aujourd'hui une stratégie de développement industriel ou, disons, de captation d'investissements étrangers de grande envergure sans avoir un secteur logistique organisé, raisonné, avec une vision à moyen et long terme. Parce que ce ne sont pas, comme vous l'avez souligné, ce sont de gros investissements qui mobilisent beaucoup de capitaux. Mais en fait, quand on réfléchit, c'est comme un business plan pour une entreprise. Vous avez des immobilisations, vous avez un certain nombre de facteurs de production. La logistique est une composante essentielle parce qu'elle joue l'effet de levier. Parce qu'un industriel à qui vous offrez un terrain où il peut faire ses activités, par exemple, prenez Tangemed. Si le Maroc n'avait pas prévu qu'au niveau de Tangemed, il y ait une zone d'activité aussi importante, bien aménagée, on n'aurait jamais pu avoir Renault. Ni, par exemple, avoir Peugeot sur Kenitra ou sur d'autres régions. On est obligé de les penser. Maintenant, comment? Les modalités, je pense qu'on aura le temps de le discuter au niveau de ce débat. Nous allons y venir et d'ailleurs, il est temps aussi de dresser un bilan depuis 2010, donc date du lancement de cette stratégie nationale. Nous allons revenir bien sûr aux détails de stratégie nationale, mais tout d'abord, Amil Aridi, compte tenu de votre expérience, aujourd'hui, est-ce que la logistique a atteint une vitesse de croisière à même d'avoir un apport considérable, au-delà des aspects qu'a cités Driss Essaoui, sur tous les secteurs d'activité économique, parce que ça ne se limite pas à l'industrie, ça va au-delà de l'industrie, n'est-ce pas, cette logistique? Selon vous, nous sommes à combien aujourd'hui? Alors pour mesurer justement l'évolution, parce que c'est là que réside le cœur de votre question, encore faudrait-il définir d'une manière très claire ce que c'est que la logistique. Dans son sens le plus large, c'est la mise en place d'une structure, d'une organisation et d'un ensemble de moyens pour atteindre un objectif. Donc le but ultime de la logistique, c'est d'atteindre l'objectif.
puis vient l'optimisation, puis vient la création d'une valeur ajoutée. Et c'est une science qui a toujours existé, même si la définition elle est très moderne, comme vous l'avez si bien dit. Mais la science elle est ancienne, depuis les anciennes Alexandries que Alexandre le Grand créait un peu partout, qui étaient des hubs peut-être qu'il faisait allusion à la logistique chez nous au Maroc. À la stratégie. Et d'ailleurs, on est l'un des rares pays dans le monde, et il faut le dire, à s'être doté, il y a de cela 9 ans, d'une stratégie intégrée, complète, avec des objectifs et des moyens. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que la logistique, elle vient de la notion de logique. C'est-à-dire, elle a toujours en fait existé, et elle existera toujours. On modernise en fait les instruments. Je parlais d'Alexandrie, on peut parler des Romains, et même chez nous au Maroc, les Iram et les Agadir, qui étaient en fait des greniers, d'accord, et les Mtamar dans leur équivalent par rapport à tout ce qui était plein, absolument. C'est des formes de stockage pour garantir une continuité. Nous sommes aussi un pays de commerce triangulaire, tout ce qui était caravane, d'accord, et l'emplacement d'un ensemble de villes dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui des points de gravité. C'est-à-dire les méthodes peuvent être modernes aujourd'hui, mais l'état d'esprit, il a toujours existé. Maintenant, le concret est le présent. On a une stratégie, vous l'avez si bien cité, qui avait 3 objectifs, d'accord, des objectifs, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, d'optimisation, d'accord, du coût, de création d'emplois et de richesses, et c'est ce qui nous intéresse tous, parce qu'on est en train de revoir sous les hautes, justement, instructions de Sa Majesté, le modèle de développement du Maroc, et le principal objectif, c'est la création de richesses et d'emplois. Donc, on se doit de regarder également cette stratégie sous cet angle-là, d'accord, et le troisième qui est l'environnement, donc un objectif stratégique suprême. Il y a eu une dynamique. D'accord, disons les choses comme elles sont. Il y a eu une dynamique lors de lancement de ces stratégies, il y a eu le lancement d'un ensemble en fait de plateformes logistiques, etc., libéralisation d'un ensemble de plateformes. Maintenant, il y a un b.a.-ba qui a permis d'attirer justement de grands investissements. Je suis en train de voir justement les images qui nous entourent. L'aéronautique, par exemple. Est-ce que les gens savent qu'ici au Maroc, on fait de la logistique industrielle pour l'aéronautique, avec tout en fait son degré de précision, d'accord, je parle même pas de millimètres, je parle de micromètres près, d'accord, et en termes aussi de temps et d'espace. Ça veut dire qu'il y a des opérations industrielles qui rentrent dans le cadre de la logistique, qui se font ici, le sourcing, l'assemblage et même en fait l'expédition pour le compte de Airbus, etc. Et qui dit cela, vous pouvez imaginer tout l'impact que ça peut avoir par rapport à l'automobile, par rapport aux pharmaceutiques, l'agroalimentaire, etc. Maintenant, la logistique ne touche pas uniquement à ce genre de grands investissements et de grands projets. La logistique, c'est les 12 régions du Maroc. La logistique, c'est le rural et le périurbain avant que ce ne soit l'urbain. Absolument. Et ça, c'est très fondamental parce qu'on a tendance à l'oublier quand on parle en fait de zones d'1 million de mètres carrés en fait de grands investissements en termes de milliards de dirhams. C'est très fondamental. On en est tous très très fiers, d'accord. Et la preuve, on était ensemble par rapport quand on parlait du port de Tangemed, dont on est tous fiers en tant que Marocains et qui a permis justement le développement économique de notre pays et continue à le faire. Maintenant, le rural et certaines régions du Maroc souffrent encore. Alors, est-ce que ce n'est pas justement l'une des raisons, si ce n'est l'une des conséquences du retard de la mise en œuvre de ce projet de régionalisation qui impacte également ce secteur de la logistique? Écoutez, quand on parle de logistique, notamment de port sec aujourd'hui, on s'inspire des travaux d'un certain Alfred Marshall, d'accord, qui était un grand économiste fin du 19e siècle et début du 20e. Je parle sous le contrôle des économistes. Et Marshall était parmi les premiers à avoir justement parlé de cette notion de hub à l'époque. Avant qu'on ne nomme le hub. C'est-à-dire quand on localise un ensemble d'activités dans un emplacement bien déterminé, ben ça augmente, ça crée un effet lambda. D'accord ? Il y a tout un tissu économique qui se crée dessus. Mais la logistique, pour la démarrer ou pour avoir en fait un investissement, il faut déjà qu'il y ait un besoin économique de départ. D'accord ? Pas qu'une injection, une mobilisation, et puis on attend que le client vienne. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est le mode opératoire aujourd'hui et celui que vous dites maintenant ou pas? Il y a 2 benchmarks, d'accord? Il y a le benchmark qu'on peut appeler asiatique et américain, c'est les grandes zones, et le benchmark en fait latino-américain. Et dans les 2 modèles, c'est des zones qui sont sur mesure, c'est-à-dire on part demander au client de quoi il a réellement besoin, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait au Maroc? On est en train, alors quand c'est de l'investissement de l'État, très souvent on a investi dans de l'immobilier, pour être très clair par rapport à ça, et puis on a essayé de monter en compétences et de ramener des multinationales dans le cadre de joint venture. Très bien. Alors que le modèle aurait dû et pourrait toujours en fait être rattrapable, d'avoir des zones qui sont beaucoup plus en fait petites, d'accord, en termes comme point de départ, donc une possibilité d'investir dans 12 régions au lieu d'avoir cela uniquement sur 2 ou 3, et automatiquement on part sur du besoin de grandes structures et on bâtit autour de cela de la compétence et tout un tissu économique qui supporte. Très bien. Abdelatif Komat, alors, quels sont les atouts aujourd'hui dont dispose le Royaume pour peut-être, qui ne sont peut-être même pas à leur vitesse de croisière que je citais tout à l'heure, quels sont ces atouts qui permettent au Royaume de se positionner justement en tant qu'acteur de sa région en termes de logistique? En fait, il y en a beaucoup. Le premier atout, c'est la position géographique. Le Maroc aujourd'hui est porte de l'Europe et de l'Afrique. Donc c'est un trait d'union entre l'Europe et l'Afrique.
c'est 3500 km de côte. C'est une infrastructure qui a connu une très grande évolution ces dernières années. Aujourd'hui, vous savez qu'au Maroc, il y a eu quand même un grand effort en matière d'investissement public. Aujourd'hui, on estime que 30% de PIB du Maroc est consacré à l'investissement public, dans une grande partie vers l'infrastructure. Absolument. Donc aujourd'hui, on peut dire que sur ce plan-là, nous avons des avancées. Alors, bien évidemment, ce qu'il faudrait, c'est davantage d'attirer l'investissement, c'est justement d'équilibrer un peu cette répartition de l'effort logistique, parce que c'est vrai, ce qu'aujourd'hui nous avons comme pôle, et on le voit même au niveau de la stratégie, au niveau des hectares qui sont en fait affectés à ces zones en fait de mise en place de plateformes logistiques qui sont concentrées sur Tanger, sur Casablanca. On le comprend parfaitement parce que ce sont les pôles économiques, mais ça n'empêche que s'il s'agit de réduire davantage les coûts, parce que le Maroc est étendu, et puis bien évidemment il y a le commerce intérieur. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on m'amène c'est Reddy tout à l'heure à évoquer la dimension stratégique de la logistique. Il faut également le dire, c'est que la logistique, elle est au cœur des plans stratégiques du Maroc. Aujourd'hui, si on évoque le plan émergence de l'industrie, l'économie verte, le Maroc vert, si on évoque le plan énergétique, et puis le plan de rouage du commerce intérieur, qui vise notamment à réduire les coûts de transport. Donc tout cela fait que certainement la répartition de l'effort en matière de présence des plateformes logistiques devrait être mieux étendue au niveau du territoire marocain. Et ce qui impacte, vous avez parlé de commerce intérieur, c'est un constat. L'impact que pourrait avoir une hausse, par exemple, du prix du carburant se fait sentir directement chez le consommateur marocain. Bien sûr. Alors, il y a certainement quoi faire, notamment pour développer une logistique qui est à même, avant de profiter aux investissements directs étrangers, de profiter déjà au commerce intérieur. C'est ça que vous vouliez peut-être rétorquer là-dessus. En fait, c'est Amine vient de l'expliquer. C'est quoi? C'est-à-dire, la logistique en soi n'est pas la priorité. La priorité, c'est ce qu'on veut faire de ce pays. Donc, on veut développer un certain nombre de projets, d'activités. On a parlé des plans sectoriels qui sont très ambitieux. Il y a un certain nombre de choses. Donc, on réfléchit. C'est-à-dire, c'est un élément. J'ai dit tout à l'heure que c'était un effet de levier. Vous avez un investissement impactant, important, qui a des effets d'entraînement sur d'autres secteurs. Si vous n'avez pas la logistique, aussi bien sur l'immobilier que sur l'intelligence de la logistique, vous ne pouvez pas réussir. Maintenant, il y a un élément important que c'est Amine a cité tout à l'heure, c'est les régions. Nous avons 12 régions. Ces 12 régions, elles ont été installées en 2016, elles ont fait leur PDR, elles sont en train de réfléchir sur ce qu'elles veulent faire. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un colloque qui va se tenir pour faire une évaluation de la régionalisation avancée qui doit se tenir au mois d'octobre, pour voir qu'est-ce qu'on a fait. Alors, si ces régions, à travers leurs ambitions, l'ambition de ces élus, de ces populations, qu'est-ce qu'elles veulent faire? Parce qu'on a aujourd'hui un problème de péréquation des coûts entre des régions qui ne sont pas dotées du tout, entre des régions qui sont dans l'axe ancien entre Casablanca et Kénitra, et ça ne peut pas durer comme ça. Et il y a aussi carrément des zones qui sont complètement enclavées, parce qu'on n'a pas préparé les atouts attractifs pour créer des activités productives. Vous avez parlé du monde rural. Effectivement, d'ailleurs, il y a le roi Mohamed VI a appelé pour la mobilisation d'1 million d'hectares, mais pour des besoins d'agriculture. Mais à côté de cela, il y a encore des terres collectives qui peuvent être mobilisées pour le foncier industriel. Il y a un projet en partenariat avec le Millennium Challenge Corporation et l'agence pour cela qui est en train de faire un gros travail de démonstration sur la mobilisation intelligente du foncier rural sur les terres collectives, comment justement le mettre à la disposition de l'industrie. Ça se faisait avant. Avec le ministère de l'Intérieur et la direction des affaires rurales, il y avait des locations à moyen long terme. Maintenant, on veut mettre tout ça dans le cadre d'une vision stratégique. Il y a une vision de 2010. Je pense qu'il est temps aujourd'hui
d'en tirer les conclusions, d'aller vers, des ajustements en termes de dimensionnement, en termes d'opportunités, parce que c'est de ça ce qu'il s'agit. Il ne suffit pas de dire que nous avons une offre de tant de kilomètres carrés de terre, non. Et il faut dire qu'est-ce qu'on peut offrir aux futurs investisseurs que nous avons créés. N'oubliez pas qu'il y a une stratégie sur la formation professionnelle. Nous allons y venir. Pour préparer justement une main-d'œuvre qualifiée. Compétente, absolument. Compétente. Je me rappelle que sur Tangemed, au tout début, c'était en 2007, il y avait un gros problème de main-d'œuvre. On ne savait pas qui c'est qui va faire marcher ces machines, surtout qu'il y avait beaucoup de composantes logistiques. On ne savait pas qui, donc on devait importer de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, nous avons de la main-d'œuvre qu'il faut former et l'adapter à ces nouveaux besoins. Nous allons y venir. Mais avant, vous avez évoqué cette question de zones logistiques et de développement des zones logistiques. Alors, certainement, les régions de Casablanca, Stade et Tanger, Tétouan, Al-Hoceima sont aujourd'hui leaders, n'est-ce pas, dans ce secteur. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des schémas directeurs, comme on l'a fait pour ces régions-là, pour d'autres régions du Royaume, pour rester sur cette question de régionalisation? Alors, l'étude initiale qui a été menée et que j'ai lue à maintes reprises, elle comprend cela. Mais encore une fois, je rejoins ce que Cédric vient de dire si bien. Aujourd'hui, c'est une question de priorité en termes d'allocation des ressources de l'État. Je dispose d'un budget, où est-ce que je vais l'allouer? Est-ce que ça va être pour bâtir et dans du béton et du ciment, ou est-ce que ça va être dans des activités à forte valeur ajoutée? Parce qu'il y a d'autres choses que le privé peut récupérer. Il faut penser aujourd'hui en termes de PPP, c'est justement les hautes instructions de Sa Majesté dans ces discours. Et ça a réussi. Et les PPP, ça fonctionne d'une manière qui est très simple, input et output. Je pars et je demande au privé de quoi tu as besoin, en tant qu'investisseur étranger, mais aussi en tant que consortium nationaux, et je bâtis, basé sur mon capital immatériel, sur mon expertise, sur mon savoir-faire, un business model, et je reçois aussi l'argent d'ailleurs, d'accord, des banques et d'investisseurs privés. C'est comme ça qu'il faudrait recommencer à réfléchir. Je reviens à votre question. Vous avez parlé de Casablanca et de Tanger, juste pour que les gens aient en fait une idée, en termes parce qu'on parle d'export, on parle de commerce international, etc. La région de Casablanca-Stade, c'est 60% à elle toute seule du chiffre d'affaires en termes d'export. Celle de Tanger, avec toute son importance, notamment par rapport au commerce triangulaire, international, parce qu'il y a beaucoup de grandes multinationales en termes en fait, de textile, en termes d'automotive, etc., qui l'utilisent comme hub en zone franche. Mais elle ne représente que 14% en termes d'exports nationaux. Donc 74, vous pouvez imaginer par rapport au reste. Et bien derrière, il y a la région du Souss avec 9, etc., et le reste, c'est 6% et ainsi de suite, jusqu'à certaines régions qui ne dépassent même pas les 1%. Donc pourquoi je parle de cela? Je croise cela avec une deuxième donnée qui est très importante et qui est très fondamentale aussi. C'est qu'on n'a pas une continuité en termes d'export. On parle d'échanges internationaux, on n'a pas une continuité. Chaque année, on connaît un turnover, vous imaginez de combien? De 50%. C'est-à-dire dans l'assiette des exportateurs marocains, 50% disparaissent d'une manière permanente ou d'une manière en fait qui est progressive chaque année. Ça veut dire quoi? C'est une déperdition du savoir-faire logistique. Parce qu'avant de parler d'internationalisation, d'optimisation industrielle, etc., on parle déjà d'accéder à un nouveau marché, aussi bien africain, asiatique, américain, etc. Donc, ce savoir-faire, il se déperd. Alors, pourquoi ne pas concentrer justement les efforts de la stratégie au terme d'un accompagnement de l'exportateur d'un point de vue logistique? Vous voulez aller dans tel pays, voilà le meilleur moyen en fait d'y aller. Voilà les incoterms, l'ingénierie d'incoterms à avoir. Voilà la méthodologie de transport, etc. Alors, normalement, il doit y avoir, encore une fois, je reviens, c'est une approche qui est tripartite. Aujourd'hui, on n'a plus le choix, c'est des PPP, parce que l'État et le privé doivent travailler la main dans la main et se compléter aussi. Parce qu'il y a des structures privées qui ont une expertise réelle, dont peut profiter l'État. Dans un cadre de transfert de savoir et de compétences, il y a des associations, dont celle que je représente, d'accord, la SMEX, qui ont aussi un savoir-faire qu'elles sont prêtes et qu'elles mettent aussi à la disposition des exportateurs. Mais il faut clusteriser tout cela, d'accord, chez l'administration. C'est-à-dire, je suis un exportateur grand ou petit, parce qu'il faut encourager les petits, avec des solutions qui sont spéciales. Vu que le grand, il peut toujours négocier avec l'entreprise maritime, aérienne ou terrestre, n'est-ce pas? Mais le petit, il a besoin d'un accompagnement spécial. Le coût logistique est important par rapport à ces activités. C'est un pourcentage qui est réel. C'est la différence entre avoir une marge bénéficiaire ou être déficitaire. C'est avoir des solutions en termes de groupage, mais c'est surtout l'écouter et lui donner des solutions sur mesure. La logistique n'est pas universelle. Elle s'adapte par rapport au marché, elle s'adapte par rapport au secteur. La logistique aéronautique n'a rien à voir avec celle de l'industrie chimique, n'a rien à voir avec celle de l'automobile. L'industrie est aussi par rapport aux spécificités du marché, mais aussi par rapport au backup plan. Si je parle de l'Europe, plus important pour moi, ça va être l'optimisation, parce que les circuits sont connus. Si je pars par rapport à l'Afrique de l'Ouest ou de l'Est, ça va être la sécurisation, justement, et le lead time. Donc, c'est deux approches qui sont tout à fait différentes. Il faut que ce soit donné à des gens qui connaissent le métier,
et qui ont passé du temps dans le métier, qui ont la capacité de parler à la fois au privé, parce que c'est le privé en fait qui doit prendre le lead ici, et l'État, il se doit en fait de venir en support. L'Agence marocaine de développement de la logistique a bel et bien publié un rapport avec les bilans, c'était en juin 2016. Est-ce que des choses ont changé depuis ? Ouais, certainement. Moi, je suis toujours pour le fait d'applaudir ce qui a été bien fait et de travailler ensemble, la main dans la main, pour ce qui est amélioré. Ce qu'on se doit tous d'avoir en tant que Marocains, parce que c'est la priorité. C'est notre priorité. Il y a en fait des investissements qui sont là, ça continue à l'être, aussi bien grâce aux efforts de Tangemed que grâce aux efforts en fait parce que Tangemed elle a une structure aujourd'hui spéciale, vous nous en parlez tout à l'heure, qui est MedHub, qui s'occupe de la logistique internationale. Alors juste par rapport à ça, est-ce que vous imaginez qu'à partir de MedHub aujourd'hui, on est en train de servir jusqu'à la Turquie à l'est? D'accord. À l'ouest, on part jusqu'aux États-Unis, jusqu'au Brésil, au nord jusqu'à Saint-Pétersbourg en Russie et au sud jusqu'à Luanda en Angola. C'est tout ce rayon-là qu'on est en train de servir pratiquement chaque jour, à partir du Maroc, avec une main-d'œuvre marocaine, avec un savoir-faire marocain. Donc la confiance, elle est là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres secteurs encore plus exigeants que le textile. Maintenant, il y a d'autres investisseurs. Il y a les Japonais qui viennent de s'installer. Il y a d'autres en fait grandes structures mondiales, américaines, dans le domaine de l'agroalimentaire. Pourquoi je parle de ces industries? Parce qu'elles sont très exigeantes. Les Japonais, vous pouvez imaginer aussi le lead time qui est nécessaire. Les Américains en termes d'agroalimentaire, les besoins en termes d'hygiène. C'est des logistiques en fait qui sont très exigeantes en tant que soi. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ce qu'il reste à faire, c'est de prendre conscience qu'aujourd'hui, il y a un shift mondial dans le monde de la logistique. Et que ce shift, il pèse doublement. Soit c'est une opportunité qu'on doit prendre, soit que ça va être en fait quelque chose qui va nous faire plonger. Inch'Allah, on va essayer de l'utiliser positivement. Mais prenons un chiffre. Prenons un chiffre juste pour impacter justement le téléspectateur. Combien on représente en tant que pays dans l'échiquier mondial du commerce international? Vous avez une idée? 0,15%. Et ça, c'est les chiffres les plus optimales. Ça, c'est les chiffres officiels. Quand on calcule par rapport à tout ce qui se passe... L'Organisation mondiale du commerce. Absolument. 0,15%. Ça veut dire qu'on est dans la niche. Et quand on est dans la niche, on se doit de l'assumer d'abord et de ne jamais jouer contre courant, mais de jouer avec le courant pour grandir aussi. Alors ça veut dire qu'on doit jouer sur la qualité, sur le capital immatériel, c'est-à-dire la provenance, la marque d'origine, la provenance marocaine, l'histoire, etc. Mais aussi sur les grandes tendances mondiales. C'est-à-dire jouer le Maroc comme hub est une véritable priorité et les gens en ont besoin aujourd'hui. Alors si on s'arrête sur les investissements, professeur Komat, si on devait s'arrêter sur ce point-là, aujourd'hui, au-delà du foncier, au-delà de ce que met l'État justement pour booster ce logistique, comment développer l'investissement dans la logistique à travers les partenariats publics-privés, comme l'a cité Amila Ridi? En fait, l'alternative, comme je le dis, c'est ce partenariat public-privé. Maintenant, au niveau de la stratégie, un des axes, c'est justement de renforcer l'incitation pour l'attrait de l'investissement privé. Bon, c'est un secteur assez spécial, justement, qui n'est pas accessible facilement, mais dans lequel il y a un potentiel. Il y a un potentiel énorme de développement qui peut-être il n'est pas tout à fait exploité. Ce qu'il faudrait, c'est davantage de la sensibilisation, de la communication, et puis surtout d'accompagner cet élan de l'investissement privé par des mesures d'ordre public. Parce qu'aujourd'hui, sur un plan institutionnel, c'est vrai, aujourd'hui, on a quand même une superstructure. On a une agence nationale, on a un observatoire qui est en fait un parrainage entre l'État et la CGM, on a une agence nationale de normalisation, on a également tout un programme de formation. Donc tous ces aspects-là sont en mesure de rassurer, parce qu'un investisseur, bien évidemment, il a besoin d'opportunités, il a besoin de marché, mais il a également besoin d'un environnement, qu'il soit soft ou hard, qu'il soit immatériel, basé notamment sur la disponibilité de la compétence, mais également hard, c'est-à-dire l'infrastructure. Tout à l'heure, on a évoqué la question du transport. La question du transport qui présente plusieurs alternatives. Là également, peut-être qu'on n'est pas... Quand vous dites transport, excusez-moi de vous interrompre, oui. vous parlez de transport routier, maritime... C'est le transport des marchandises, quelle que soit sa forme. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est le transport routier qui est pratiquement, je crois, c'est aux alentours de 80% des transports des marchandises. Donc sur ce plan-là, il y a un effort à faire en matière d'optimisation, de professionnalisation, pour que l'on puisse justement améliorer la rentabilité de ce secteur. Parce qu'on estime qu'aujourd'hui, c'est vrai,
nous avons à peu près 5% du PIB constitué par le secteur, mais on estime qu'il y a en fait un potentiel de croissance énorme. On parle de 0,5%, d'ailleurs c'est ce qu'a évoqué la stratégie, sur 2008 à 2018-2019, à un cumul de 5% d'impact sur la croissance du PIB, ce qui est énorme. Est-ce qu'aujourd'hui on a pu arriver à cela ou non? Quand même, on a un taux de croissance de 3%, le faire augmenter de 3 à 3,5% grâce à l'optimisation du volet logistique, c'est un enjeu de très grande importance. En fait, aujourd'hui, nous sommes devant un secteur qui s'est professionnalisé, parce qu'à un certain moment, peut-être tout ce qui est logistique, notamment la dominante transport, était un peu informel, était manqué de professionnalisme. Aujourd'hui, peut-être on va évoquer tout à l'heure l'aspect compétences. On a besoin de formations très pointues pour justement aller au bout de ce qu'on peut faire en matière de rationalisation et d'optimisation. Et justement, nous allons, en deuxième partie d'émission, bien sûr nous arrêter sur cette question primordiale des compétences, de formation professionnelle, mais aussi sur l'informel qui plombe, un peu comme beaucoup d'autres secteurs, ce secteur de la logistique. Je vous retrouve après cette courte pause. Merci de rester avec nous. Vous regardez Codébat, ce soir, la logistique est à l'honneur. Avant la pause, nous évoquions cette solution pour booster ce secteur important pour notre PIB, qui est celui donc de la logistique. Et cette solution résidait dans ces partenariats publics-privés. Driss Aissaoui, est-ce que vous pensez que c'est réaliste aujourd'hui, compte tenu des réalités marocaines et surtout par rapport à la spécificité des PPP au Maroc, qui reste quand même à leur balbutiement? En fait, la démarche PPP est l'une des démarches qui a le plus réussi, sincèrement. Parce que d'abord, les relations sont très objectives entre l'État, c'est un engagement de l'État, avec un opérateur privé. L'opérateur apporte l'investissement, apporte le savoir-faire. L'État peut apporter aussi un financement. Ça dépend des projets. Moi, j'ai vu des projets, par exemple, sur le dessalement d'eau de mer. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui se feront même à Dakhla, dans d'autres villes, grâce au PPP, et ça réussit de manière impeccable. Il n'y a aucun problème. Le problème qu'il y a et qui restera... Il n'y a aucun problème, mais toujours... Non, mais il y a quand même un bémol sur tout ça. Un petit bémol, voilà. Le petit bémol. D'abord, il faut accélérer le rythme des PPP, le rendre véritablement un outil de montage de projets de manière ad hoc sur un certain nombre de problématiques qui sont identifiées pour pouvoir avancer vite. Le PPP, il est bien cadré, il y a des procédures qui doivent être respectées, il y a un savoir-faire à respecter. Le cadre réglementaire est là. Il est là, il n'y a aucun problème, ça ne pose pas de problème. Le problème, il est où? Il est au niveau de la convergence des politiques publiques. Vous êtes sur la logistique, vous voulez faire un PPP, etc. Alors que vous trouvez qu'il y a, par exemple, telle ou telle stratégie qui prévoit la même action avec un budget, etc., de l'autre côté, et qui ne cherche pas à converger avec vous. Et quand on va... Et ça, c'est le problème de toutes les politiques publiques, tant qu'on n'a pas réglé ça. Et les stratégies nationales. Et ça se règle où? Ça se règle au niveau du gouvernement, parce qu'on a un chef quand même du gouvernement qui a des compétences et des prérogatives très étendues. Il devrait jouer son rôle de chef d'orchestre, que les ministères acceptent de mettre leur politique sectorielle ensemble et de travailler à chaque fois qu'ils le peuvent, parce qu'il y a un certain nombre de ministères qui ne consomment pas tout leur budget. Pourquoi? Parce qu'ils ont On parle d'un chiffre de 60% des fois même. Excuse-moi de vous interrompre. Le taux d'exécution, oui. Des fois c'est même moins. C'est bien de rappeler cela aux téléspectateurs. Mois d'octobre, il y a des départements qui n'ont consommé que 40% de leur budget. Ce qui est grave. Et déjà, ils doivent penser au budget de l'année d'après. Et déjà, c'est-à-dire, vous commencez en juillet à préparer le budget de l'année prochaine. Exactement. Alors, si on n'arrive pas à aller vers cette convergence, on n'arrivera à rien. C'est valable pour l'INDH, c'est valable pour la logistique, c'est valable pour tout. On ne peut pas, même pour l'emploi par exemple. Vous savez, tous les ministres essaient aujourd'hui de se présenter devant l'opinion publique. Moi, j'ai une stratégie sectorielle qui a réussi et je vais créer tant d'emplois. Alors que sur la stratégie 2025, le premier chapitre, c'est la convergence. Exact. Il faut qu'on définisse ensemble. On dit que cette fois-ci, pour cette année, on va créer tant d'emplois, quel que soit le secteur. Et c'est intéressant parce que
finalement, la logistique, c'est un peu un secteur transversal. Absolument. Il y a Absolument. beaucoup d'acteurs qui entrent en jeu. Alors, qui finalement joue le jeu et qui ne le fait pas? Si je puis me permettre cette expression. Non, c'est-à-dire, on ne peut pas, disons... Vu qu'on parle de nous, peut-être une nouvelle stratégie nationale, qui doit être impliquée dedans? Le problème, je vais vous le dire, c'est que les départements ministériels, ils sont très jaloux de leurs prérogatives. Par exemple, pourquoi? Vous venez du privé et vous voulez faire vous dites « Ah non, ça, c'est pas de notre compétence, il faut regarder de l'autre côté, c'est l'autorisation, elle est de l'autre côté. » Une approche par projet, peut-être c'est les SAOI Voilà, pour combler par cela. projet pourrait... Pour chaque région, un projet pilote, pour chaque secteur, un projet pilote, et là, il y a des prérogatives. Ça, c'est l'avenir. Absolument. Ça, c'est l'avenir. En tout cas, c'est l'avenir qui nous le dira. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Je vous remercie pour la proposition parce que les régions, quand elles vont réfléchir aux projets futurs, parce qu'en fait, j'ai vu un peu ce qu'ils ont proposé, par exemple, en prévision du Symposium national sur l'emploi, il y a des propositions extrêmement intéressantes. C'est une remontée de bottom to top. Donc voilà, c'est venu des citoyens, c'est venu des professionnels, et ils ont des plans de développement de l'emploi au niveau régional qui sont extrêmement intéressants, qui sont dans l'esprit de ce que le roi a demandé. Mais comment opérationnaliser tout ça si les départements ministériels qui travaillent dans une logique verticale et qui sont dans une logique de centralisation, ça ne peut pas marcher. C'est vrai que l'approche projet devrait les amener à collaborer ensemble. Développer cette culture du travail ensemble déjà. Voilà, en team. Alors comment justement l'expérience de Tangemet pourrait-elle être, bon bien sûr c'est une expérience qu'on peut voir comme une locomotive, n'est-ce pas, pour ce train de la logistique, pour rester un peu dans le jargon de ce secteur. Comment profiter de cette expérience, peut-être pas la dupliquer, mais au moins en faire un modèle pour les autres régions du royaume, sans bien sûr comparer selon les spécificités de chaque région? Alors, je propose pour vous répondre, et pour être très précis et concis comme toujours, 3 axes principaux. Il y a celui de la duplication, donc bien sûr dans une logique toujours d'écoute de la différence de chaque région et de chaque contexte, ça va de soi. Il y a la deuxième, c'est la notion du maritime en tant que soi, parce que quand on parle d'un port, on parle de la notion du maritime. Et troisièmement, c'est de partir du territoire et du développement du territoire à une logique internationale. Cela vous convient, je procède. Très bien. Alors, premier volet qui est celui de la duplication. Il y a une expertise, il y a un savoir-faire qu'on importait, comme toujours, qu'on importait ou qu'on développait en interne, qu'on a clusterisé, d'accord, et qu'aujourd'hui figure chez Tangemet, et qui est en train d'être dupliqué, toujours, et on est en train de, hasard veut, qu'on est en train de voir justement des images de Tangemet, qui est en train d'être dupliqué dans d'autres régions, notamment à Nador, parce que c'est Tangemet qui est en train de développer avec Nador Westmed, avec une logique très spécifique par rapport à la région de l'Est, qui est plus étendue, où le foncier il existe, etc., et qui est aussi sous la croisement, ce qu'on appelle le AE1, c'est-à-dire l'Asia Europe 1, le Asie-Europe 1, la grande autoroute maritime, qui lie justement la Corée, le Japon, la Chine, etc., via Singapour, à l'Europe, et qui est une grande autoroute maritime. Là, on est en train de penser industrie lourde, on est en train de penser industrie de transformation, on est en train de penser agroalimentaire de masse, etc. D'accord? Parce que ça s'adapte à un foncier. Il y a l'agropole de l'autre côté. Absolument, absolument. Mais c'est l'idée justement, c'est de regrouper tous ces assets-là et de répondre à un besoin du territoire aussi. Il y a l'enjeu international, mais il y a aussi un besoin du territoire, celui de la région de l'Est, qui a besoin en fait de création d'emplois en masse, etc. Bien. Il y a aussi une duplication. Il faut noter que Tangemet, elle partage déjà son expertise aujourd'hui avec pas mal de pays africains. Et ça, c'est très important. C'est une forme de diplomatie économique, mais aussi une forme de valorisation d'un savoir-faire qu'on partage, qui nous a coûté cher, qui a été adapté par rapport aux besoins du Maroc en termes de coûts, en termes d'économie, en termes de savoir-faire, et qui est en train d'être partagé dans le respect. C'est-à-dire on n'impose pas notre méthodologie, et c'est l'approche marocaine, d'accord? On n'impose pas notre méthodologie, on ne vient pas comme des monsieur je sais tout, on vient dans une logique d'humilité, d'adaptation par rapport aux besoins locaux. Ça, c'est fondamental en tant que soi. Maintenant, le maritime en tant que soi. Vous avez dit un chiffre tout à l'heure que je connais, mais le réécouter m'a fait peur, docteur. C'est celui de 80% par rapport au terrestre. Pourquoi ça m'a fait peur? Parce que juste pour que nos téléspectateurs le sachent, la norme mondiale, elle est de 90%. Pas pour le terrestre, pour le maritime. Pour le maritime, oui. Voilà. Et le terrestre, il ne doit représenter que moins de 9%. D'accord? Et le tout petit peu qui reste, c'est l'aérien et encore. D'accord? Donc ça en fait, finalement, dans le monde, on va dire que le maritime est leader. C'est un peu le nerf de la guerre. Ça a toujours été le cas. Et ça le sera toujours. Oui, bien sûr.
C'est l'histoire, exactement. Mais les grandes conquêtes. Oui, absolument. À chaque fois, en fait, qu'on parle justement du XVe siècle, les grandes conquêtes géographiques, c'était le maritime qui prenait le lead. Le British East Indian Company, la Dutch East Indian Company, la compagnie des Indes britanniques et hollandaises qui ont créé justement la richesse de ces pays-là, c'était le maritime. Il faut le dire. Et le Maroc, quand il a raté justement, il y a 3 siècles, le shift en fait vers le maritime, on a commencé à perdre en fait notre place si prééminente, tout en restant un grand empire avec un rayonnement mondial. Aujourd'hui, grâce au maritime, l'idée, c'est de revenir en farce sur justement la scène mondiale. C'est déjà le cas aujourd'hui avec Tangemed 1 et 2. Certainement, en termes de transbordement, oui. D'accord. On est en fait déjà par rapport à ça. En termes d'industrie, oui, certainement. On est la première puissance en termes d'automobile par rapport à l'Afrique. Il faut en être fier. Et bientôt, on va dépasser en fait des puissances européennes classiques, telles que l'Italie, etc. Y a-t-il encore lieu à travailler? Oui, parce qu'on est ambitieux et qu'on aime notre pays. Maintenant, énumérons 2 ou 3 en fait, points sur lesquels on pourrait travailler. De 1, c'est la flotte marocaine. Tout le monde en parle, mais comment la concrétiser sur le terrain? Voilà, pas en fait tergiverser. D'accord. C'est très simple. Vous avez en fait de grands schémas mondiaux. Vous avez de grands schémas mondiaux, c'est les grandes routes mondiales maritimes qui sont contrôlées par les leaders mondiaux. Allons-nous leur faire concurrence? Aujourd'hui, non, c'est impossible. Il faut être très honnête par rapport à ça. Il faut jouer dans les niches, parce que c'est ça ce qui nous permettrait d'accumuler de la richesse. C'est d'être dans la sous-traitance. C'est-à-dire, par rapport à ces gens-là, ils n'ont plus envie de faire en fait certains ports dans la région. Ils n'ont plus envie de gérer des petits bateaux dont la capacité est moins de 3000 conteneurs. 3000 conteneurs, c'était la norme mondiale les années 70. Alors qu'aujourd'hui, dans pas mal de ports de notre région, de notre continent, on est à moins que ça. Et on est à des types de bateaux assez typés. C'est-à-dire des bateaux qui font dans l'Europack, c'est-à-dire qui vont me faire dans le Roro, c'est-à-dire dans le camion, d'accord, mais aussi avec du conteneur, c'est-à-dire ce qu'on appelle le conro, conteneur et Roro. D'accord, par rapport à un besoin, parce que c'est un métier. On peut parler en fait des grands aspects, mais il y a un moment où il faut parler aussi du détail, parce que c'est comme ça qu'on propose des solutions. Donc on est dans le feeder. Il y a le mother vessel, il y a les grands bateaux et les petits bateaux connecteurs qui récupèrent le Tangemed. Ce que vous proposez, vous, c'est que le Maroc se positionne sur le traitement de ces petits bateaux. Ça, c'est pour le conteneur. Très bien. Mais il y a aussi un autre volet qui est très fondamental. Singapour et Tangemed, il n'y a pas une grande différence. Tous les deux se positionnent comme un hub. Ils ne gèrent pas encore les mêmes volumes, mais tous les deux se positionnent comme un hub. Sauf que quand vous êtes à Singapour, il y a le conteneur qui n'attend pas, et c'est exactement le cas en fait chez nous au Maroc, mais il y a aussi le vrac. Il y a aussi l'affrètement. Et ça, c'est un savoir-faire particulier. Ouais. C'est le développement d'agences particulières. Moi, j'ai envie, la prochaine fois on a tous envie, la prochaine fois qu'on est à Tangemed, de voir des dizaines, voire des centaines de bateaux qui sont en rade, d'accord, des vraquiers, qui attendent des appels, que leurs agents reçoivent un appel ici au Maroc, donc c'est de l'économie marocaine. Tant qu'ils sont là, les gens sont dans des hôtels, c'est du tourisme. Le traitement du bateau, l'essence, etc., ça se fait ici au Maroc. Et on envoie le bateau en Guinée, on envoie le bateau en Angola, on envoie le bateau au Nigeria pour récupérer de la marchandise, des minerais, etc., et l'envoyer ailleurs, de l'affrètement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui est à développer et ça se doit d'être une priorité. Ça se doit d'être une priorité qui est réelle. Est-ce que c'est l'une des raisons, c'est l'une des causes aussi pour le surestarisme? C'est-à-dire que des fois, c'est ce qui mène peut-être au retard de marchandises sur certains ports, dont celui de Tangemed. Alors, comme toujours, j'adore vos questions parce elles sont si précises qu'elles me permettent de donner des réponses précises. Sur Istari, comprenons ce que c'est en un temps record. D'accord? Sur Istari, normalement, ne sont pas liés au conteneur. Classiquement, dans le droit, parce qu'on parle ici de droit, d'accord? Dans le droit maritime, on est en train de faire référence au droit anglais. Pourquoi? Parce que c'est le droit justement générique par rapport, ou de référence, en droit international par rapport à ça. On parle de la COXA 71, Carriage of Goods by Sea Act, la loi en fait anglaise par rapport à la gestion de tout ce qui est maritime. Pourquoi? Parce que l'Angleterre était la puissance maritime dominante. Et cette COXA 71, c'est-à-dire la version de 1971 qui est la plus récente, elle reconnaît ce qu'on appelle les règles du Hague en 1925, et elle a été amendée par d'autres, notamment faites par les règles de Hamburg, si ma mémoire elle est bonne, en 1978, et par les règles de Rotterdam en 1996. Très important de les citer pour les gens qui veulent chercher. Parce qu'il y a pas mal de procédures, pas mal de gens qui sont en train de parler et de tergiverser est-ce que les suristarisent en fait c'est légal ou pas. Il y a un référentiel international, il faut aller chercher pour savoir de quoi on est en train de parler. Très bien. Maintenant, le bottom line. Suristari, le mot existe en français, mais sa traduction en anglais, elle est bijective. Il y a le demurrage et le detention. Demurrage, il s'applique à l'intérieur du port. Detention, c'est quand ça sort du port. Aussi bien dans une MEAT, dans une zone logistique en fait dédiée, que chez le client qu'ailleurs. Ça, c'est très important de faire la distinction entre les deux, parce que même la fiscalité, elle diffère. Très bien. Et là encore, on commet beaucoup d'erreurs. Il y a parfois en fait des entreprises qui sont sujettes à des rappels par rapport aux offices en fait responsables. Maintenant, comment réduire? Il faut comprendre la problématique du suristari. Je ramène en conteneur. Classiquement, c'était fait pour le droit maritime classique, c'est-à-dire il n'y avait pas encore de conteneur. Et à chaque fois que le bateau, il passait trop de temps à être déchargé, bien sûr, le propriétaire du bateau, il est défavorisé, donc il fallait l'indemniser. Aujourd'hui, on applique la même logique, mais plus par rapport au déchargement du bateau, mais par rapport à la détention du conteneur. Parce que c'est un équipement.
L'armateur, il a besoin de le faire bouger. C'est tout à fait normal. C'est comme si vous m'aviez loué en fait un équipement. J'ai besoin, par rapport à une durée, j'ai besoin de le faire entrer. Alors, il y a ce qu'on appelle un free time, c'est-à-dire une durée en fait une durée qui est franche, d'accord, dans laquelle on ne paye pas de suristari. Et cette durée, elle est négociable. Ça, c'est le premier point que je suggère à tout exportateur ou importateur qui en souffre. Il faut savoir négocier avec l'entreprise maritime. Si vous n'avez pas une capacité de négociation, essayez de massifier cela avec d'autres personnes. D'accord, avec d'autres importateurs ou exportateurs. Et vous pouvez aller loin en termes de free time. Ça, c'est d'une part. Deuxième élément qui est très fondamental. Comprenez votre business. La logistique est un métier qui s'applique par rapport à la spécificité de votre business. Je m'explique. Je suis en train d'importer une marchandise pour la première fois au Maroc. Ça veut dire qu'elle se doit de passer par le laboratoire. 1 fois, 2 fois, 3 fois parfois. Et je sais que le conteneur, il va être retardé. Et donc, que je vais payer pour de la suristari. Pourquoi ne pas importer de la marchandise en amont? D'accord? C'est-à-dire pour que, dans une petite quantité, une sorte d'échantillon, pour qu'il passe par le laboratoire, par le même port, que les offices de la douane aient pris connaissance de la nature de la marchandise, soient habitués et que ça passe plus rapidement par la suite. Même avec cela, on gagne du temps. Je suis en train de donner des solutions pour gagner du temps. Deux autres, parce que c'est un problème en fait qui revient très souvent par rapport aux exportateurs et aux importateurs. Bullet points, vraiment bullet points, très rapidement. Donc le troisième point, il y a ce qu'on appelle le shipper on. Un importateur ou un exportateur a le droit de transporter avec un conteneur qui lui est propre. Le conteneur peut coûter 3 fois rien. Donc, je n'ai pas besoin de payer en fait pour des suristari tant que le conteneur il est le mien. C'est incroyable. Donc, comme c'est facile. Investir dans des conteneurs. C'est facile. Ça coûte moins de 25 000 dirhams si c'est ancien. D'accord. Et le quatrième point, juste pour finir, il y a d'autres en fait dont on pourrait parler, c'est l'utilisation des MEAD et les zones de stockage en fait sous douane, parce qu'il y a cette possibilité qui permet une bonne gestion du cash flow d'entreprise. Je fais sortir du port au-delà de 14 jours, ça me revient moins cher en fait de stocker dans une MEAD, dans une logistique franche en conteneur. Ou bien si ça coûte très cher, si la valeur de la marchandise est importante, c'est-à-dire de l'électronique, etc. Je stocke dans une warehouse, dans un dépôt qui est sous douane, et je ne fais sortir que ce dont j'ai besoin. Et même en termes de cash flow, c'est bien, parce que je ne paye de la douane que pour ça. Et voilà des solutions concrètes pour nos téléspectateurs. Très bien, des solutions concrètes aujourd'hui, en tout cas pour les exportateurs ou importateurs marocains, brillamment exposés par Hamid Laridji. Mais avant tout, c'est une question d'humain. Nous parlons de conteneurs, nous parlons de bateaux, mais avant tout, il y a des humains derrière ces opérations. Abdelatif Komat, est-ce qu'aujourd'hui nous disposons de compétences, de capital humain qui sont même à tirer ce secteur de la logistique vers le haut? Est-ce que nous avons des formations spécifiques, bien sûr des formations publiques, pour ce secteur-là en particulier, vous qui êtes, je le rappelle, doyen de l'Université de l'économie à Casablanca? Effectivement, je tiens tout d'abord à souligner que nous sommes devant un secteur qu'on peut qualifier d'intermédiaire en matière d'utilisation du capital humain. On n'est pas dans le capitalistique à outrance, mais on n'est pas dans l'intensité de la main-d'œuvre. Mais c'est un secteur où il y a beaucoup de méthodes, en fait, qui exigent des compétences particulières. Il faut le dire que dès le départ, la stratégie qui a été mise en place en 2008 et qui couvre la période 2010-2020 a placé cet objectif comme un objectif prioritaire à travers la mise en place d'une structure de prévoyance et de mise en place de volets formation. Également, en termes d'objectifs, la stratégie prévoyait à l'époque la formation d'à peu près 60 000 personnes à l'horizon 2015 et 173 000 à l'horizon 2030. Il faut le dire, moi je crois que les professionnels sont les mieux placés pour juger ce qui a été fait au niveau de l'enseignement, mais je crois qu'il y avait un engouement. Le système de formation, d'une manière générale, a suivi cette stratégie parce que c'est un domaine qui, à un certain moment, on ne l'avait pas au niveau du cursus universitaire, au niveau de la formation professionnelle. Mais aujourd'hui, il y a à peu près 120 établissements dans l'essentiel public, bien évidemment, aussi bien dans l'enseignement supérieur que professionnel, qui offrent des formations dans environ 220 filières, qui sont étalés en fait à partir du niveau qualification, et techniciens spécialisés à l'OFPPT, jusqu'à un niveau Bac plus 5, soit au niveau des écoles d'ingénieurs, soit dans des écoles supérieures de commerce, ISCAE, les ENCG, les facultés de droit et d'économie, où nous avons des masters en management logistique. Parce que c'est vrai, c'est un domaine dans lequel il y a deux grandes dimensions. Il y a une dimension technique et il y a une dimension managériale. Et je crois que l'offre de formation essaie de concilier ces deux objectifs. Alors aujourd'hui, on est à peu près à 7 000 à 8 000 places pédagogiques
qui offre des formations dans le domaine de la logistique. Et puis, bien évidemment, il y a également le volet recherche scientifique qui est en train d'être développé. Nous avons des centres de recherche au niveau de l'ISIT, au niveau d'autres établissements. Et nous avons également des partenariats, beaucoup de partenariats dans le cadre des projets Tempus avec l'Europe, qui portent sur un échange d'expériences dans le domaine de la logistique. Dans notre université également, nous avons des partenariats avec des universités du nord de la France pour échanger l'expérience parce qu'ils ont des ports très développés. Justement, dans une autre des émissions que nous avions consacrées au domaine maritime et de la logistique, j'ai eu ces déclarations qui m'a quand même marqué, que je voudrais partager avec vous. C'est celle de la rétention de ces compétences. Beaucoup de compétences sont formées au Maroc, voire même commencent leurs expériences professionnelles au Maroc, mais s'envolent vers d'autres cieux. Et notamment, et c'est ce qui fait un manque de compétences dans ce secteur de logistique. Que pensez-vous de cela et surtout, que faisons-nous pour retenir ces cerveaux ? C'est une arme à double tranchant parce qu'autant on parle de la défaillance du système de formation au Maroc et on se plaint que nos compétences vont à l'étranger, on leur place et ils évoluent très bien. Donc ça démontre que nous avons une formation de bonne qualité, il faut le dire. De bonne qualité, si vous voulez. Bien sûr. Je ne veux pas être aussi prétentieux, mais c'est un signe. En tout cas, recherché. Maintenant, c'est une problématique nationale. On sait que c'est un grand débat aujourd'hui autour de la fuite des cerveaux qui concerne des secteurs, notamment l'informatique aujourd'hui. Ouais. Pratiquement 60 à 70% des lauréats d'écoles spécialisées dans le domaine de l'informatique vont à l'étranger. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Dans un sens, d'après en fait, mon humble avis, c'est plutôt une bonne chose. Le fait qu'ils aient l'occasion d'aller ailleurs, de s'enrichir, de développer leurs compétences. Maintenant, c'est un autre système économique d'essayer de les retenir. S'ils ne trouvent pas un cadre qui leur est favorable par rapport à ce qu'on leur offre à l'étranger, bien sûr, il y a la tentation. Mais aujourd'hui, on est dans une ère de mondialisation, de liberté de circulation. Aujourd'hui, vous savez qu'en Allemagne, par exemple, dans des universités allemandes, à peu près 50% des étudiants ont l'occasion de développer un complément de cursus dans des universités à l'international, en Chine, à Hong Kong, à Singapour, pour avoir une expérience à l'international. Au contraire, laissons les jeunes chercher des expertises. Maintenant, ils vont revenir à leur pays, mais également de l'autre côté, il faut que notre économie soit suffisamment structurée, soit suffisamment dynamique, parce que là, c'est toujours en fait, je dirais pas un cercle vicieux, mais chacun se jette la balle. Est-ce que c'est la formation qui ne forme pas assez en qualité, en nombre, pour justement satisfaire le besoin de l'économie, ou bien est-ce que c'est l'économie qui n'est pas suffisamment dynamique et structurée pour justement donner l'occasion aux jeunes lauréats de trouver un cadre d'épanouissement ? C'est un grand débat, mais en tout cas, nous, on fait ce qu'on peut, et je crois que sur le plan logistique, et puis Amine, il est de l'autre côté de la barrière, il peut être apprécié. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a en fait, l'objectif, ce qu'on appelle à plus de contact entre les professionnels et le monde universitaire. Et le monde universitaire. Nous sommes à l'écoute des professionnels. Et puis vous faites des études. Nous sommes prêts à former en fonction de besoins exprimés. Voilà. S'ils ont des besoins, certainement, il y en a des créneaux qui sont couverts, d'autres peut-être pas. Mais nous sommes à l'écoute pour essayer de satisfaire, bien sûr, leurs besoins en fonction de ce qu'ils expriment dans ce sens. Créer plus de filières que les 200 déjà existantes. Alors, justement, il me reste 4 minutes et il faut peut-être s'arrêter sur un point, brièvement. Driss Aissaoui, le poids de l'informel dans ce secteur, encore une fois, ça plombe tout un secteur, l'informel, au-delà des besoins en compétences. Mais ce chiffre, pendant que je préparais cette émission, m'a interpellé. 90% des marchandises présentes sur le marché continuent d'être stockées dans des dépôts cachés pour échapper à tout contrôle. Oui. Comment ? Mais ça, c'est une réalité. Comment développer la logistique avec autant d'informels et autant de noirs ? Ça n'a rien à voir avec la logistique, sincèrement. Mais il faut déculpabiliser la logistique. D'accord. Ce qu'il y a, c'est des comportements des acteurs. C'est des gens qui ne sont pas habitués à travailler dans la transparence. C'est des gens qui veulent gonfler leurs marges. 90% de stock. Écoute, moi, je ne voudrais pas parler d'autre chose parce que sur l'informel, on peut aller sur d'autres secteurs formels, etc., et qu'eux-mêmes utilisent l'informel sur l'essentiel. C'est-à-dire qu'une bonne partie de leurs recettes sur les souks, etc., ça se fait avec du cash. Alors, il y a un problème de fiscalité, il y a un problème de contrôle. Alors, à chaque fois, vous entendez parler de marchandises qui ont été saisies par la gendarmerie ou par les forces de l'ordre,
dans un certain nombre justement de lieux de stockage qui ne sont pas ni répertoriés, ni agréés, ni rien du tout, même dans des conditions dangereuses de stockage. Mais quelle est l'alternative? Alors, l'alternative, il faut que l'État fasse son travail, c'est-à-dire taper de quoi? sur... Le contrôle? Non, le problème du contrôle, c'est un problème de moyens aussi. On va revenir à la même chose. Est-ce que vous allez mettre un contrôleur sous la tête de chaque citoyen, chaque entrepreneur, chaque importateur? Ce n'est pas possible. Il y a la corruption, il faut le dire. La corruption qui continue de gangréner ce genre d'activité. Alors, il y a une éthique à développer. Je pense qu'il y a de la communication, comme le disait tout à l'heure. Des intérêts communs peut-être à créer. Parce que même celui qui est dans l'informel, quand il trouve ça en intérêt, il bifurque. Alors maintenant, comme j'ai dit, la communication, lui expliquer qu'au lieu de s'exposer à des dangers, venir dans le formel, comme ils ont fait pour l'auto-entrepreneur, etc., il y a des débuts à tout. On peut amener les gens vers la formalité et payer les impôts. Mais maintenant, la problématique de la fiscalité, elle est beaucoup plus complexe. Nous allons y consacrer une autre émission, comme nous l'avons fait la saison dernière, après les assises de la fiscalité. On va voir ce que le projet de loi de finances a prévu après ces assises de la fiscalité. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Voilà, le temps de cette émission s'est écoulé. C'était donc une émission... non, vraiment... bon, alors vraiment en deux mots, parce que le temps est vraiment écoulé. Alors juste en fait deux titres. Les centrales d'achat, c'est une composante essentielle. Et aujourd'hui, c'est une bonne partie en fait de le déficit en fait commercial du Maroc. Donc les centrales d'achat, parce que ça attire des investissements, ça réduit en fait le coût des imports, ça booste les exports. Et juste pour votre point, je suis lauréat en fait d'un programme international d'élite, le plus grand programme au monde en termes en fait le MAISI. Et pourtant, je suis revenu dans mon pays. Donc il faut avoir foi en son pays. Voilà, il faut peut-être aussi un courage politique pour attirer ces cerveaux qui ont choisi d'autres horizons pour évoluer et justement courage politique pour porter ce secteur de la logistique. Driss Aissaoui, Abdelatif Komaté, Amil Larisi, merci beaucoup d'avoir si bien enrichi ce débat sur cette question du secteur de la logistique. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Éco Débat. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.